déjà à l'alimentation. C'est-à-dire que si il va faire l'alimentation avec son propre protocole, avec ses propres étapes, avec sa propre description, et on va dire qu'on va se confronter au problème, il y a une forte hétérogénéité des données, et donc ça nous fera un travail supplémentaire. Pourquoi pas de réfléchir dès l'alimentation des données, c'est-à-dire unifier les efforts et mettre en place un outil qui va justement nous permettre de travailler conjointement, simultanément sur l'alimentation d'une même ressource qui sera plus tard exploitée par différentes disciplines. Voilà. Merci, Madame Frida. Oui, Madame Deschamps. Je rejoins totalement Madame Mofaïla, je pense qu'elle a tout dit. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'on peut s'inspirer justement du Building Information Modeling pour ça. La démarche, le workflow, tout est déjà, la stratégie, tout est écrit dès le départ, avant même de commencer le projet, tout est écrit. Donc à travers des chartes, EIR ou convention, donc Execution Plan, donc tout est défini dès le départ. On travaille tous d'une manière collaborative, mais chacun a des accès bien définis. Le maître de l'ouvrage n'a pas accès, on travaille tous sur une même maquette numérique, mais le maître de l'ouvrage, par exemple, n'a pas accès à toutes les données. Donc c'est défini dès le départ. Et moi qui suis architecte, je n'ai pas accès à toutes les données. Dès le départ, les données auxquelles j'ai accès, elles sont définies dès le départ et pendant tout le processus de la conception. Et c'est la même chose pour tous les intervenants sur la même maquette numérique. Donc il n'y a pas que les architectes, il y a les ingénieurs, il y a les comptables, il y a donc les entreprises. Et chaque intervenant a un rôle bien défini et a un accès qui est restreint et défini. Cette démarche pourrait être appliquée donc, pour tous les projets, en fait. Donc, il faudrait définir une stratégie, réglementer, dire dès le départ, définir les rôles, les accès, les définir. Donc, qu'est-ce qui est open source, qu'est-ce qui ne l'est pas, le public, qu'est-ce qu'il peut voir, qu'est-ce qu'il ne peut pas. Donc, il faut définir dès le départ. Je pense que c'est des choses qui devraient être écrites à travers des conventions et des chartes. Voilà. Donc là, sur cet axe-là, on peut directement passer à la synthèse. Le dernier. Donc voilà. Les discussions ont souligné l'importance de construire un dialogue durable entre experts du patrimoine, architectes, archéologues et autres, et spécialistes de l'IA. Les architectes ont exprimé à un certain moment le besoin d'accompagnement et d'outils accessibles, alors que les informaticiens ont mis en avant l'importance de la collecte de données structurées par des experts du domaine, ainsi que la nécessité d'un suivi humain pour évaluer les résultats générés par les outils d'IA. La formation croisée, la reconnaissance des expertises respectives et des démarches de co-conception ont été identifiées comme conditions clés pour une collaboration efficace et éthique. Et cela nous mène au dernier axe qu'on a également discuté depuis ce matin, et qui est celui des enjeux et de l'éthique de l'usage de l'IA. Ici, je pense que je voudrais bien vous renvoyer vers un article séminal qui est celui de Gilbert Simondon, qui déjà en 1980, qui était un épistémologue et un philosophe de la technique, qui discutait déjà ces idées d'une éthique de la technique, et qui disait surtout que l'aliénation, que je pense que nous avons tous ressenti avec cet avènement de l'IA, cette aliénation vis-à-vis la société, vis-à-vis la machine, est entraînée par la méconnaissance.
Donc, pour pouvoir, avant de discuter, de critiquer une technique, il nous invite à respecter la machine. Pour essayer de concevoir une machine respectueuse quelque part. Et c'est là, c'est toujours avec l'IA, c'est une question qui est assez... déjà parler d'éthique, c'est assez problématique, car l'éthique nous renvoie à cette idée de faire du bien, alors qu'on sait aujourd'hui que l'IA est utilisée dans des guerres, utilisée dans des contextes peu éthiques. Donc là, on doit se poser quelques questions. Je m'adresserai surtout à la fois aux architectes et aux informaticiens. À ce moment-là, quel risque... Bon, je pense qu'on a déjà discuté cette question, mais par exemple, aux informaticiens, est-ce qu'il y a des principes d'éthique qui vous semblent incontournables? Des principes de déontologie ou d'éthique qui vous semblent incontournables dans l'usage de l'intelligence artificielle? Déjà, la problématique d'éthique de l'IA, c'est une spécialité, c'est une nouvelle spécialité. Donc, c'est une spécialité, c'est l'éthique dans le domaine de l'IA. Donc, si vous générez un texte ou un article par ChatGPT, vous le publiez, à qui appartient cette connaissance, à qui appartient le droit de l'auteur, qui est l'auteur. Donc il y a plusieurs questions ouvertes sur l'utilisation de l'IA et c'est toute une spécialité qui est consacrée sur l'utilisation. Sur la régularisation, la régulation, c'est mettre en évidence ou en concret des règles, surtout on trouve sur l'UNESCO, il y a des articles là-bas, sur l'éthique de l'utilisation, de respect de l'être humain. Donc c'est tout un débat très ouvert sur l'éthique dans l'intelligence artificielle. Ils sont en train de développer une charte de l'éthique de l'utilisation, mais ça reste un projet. Parce que à chaque fois, un problème survient, donc à chaque fois, il y a une régulation à prendre en considération. Je vais peut-être faire l'équilibre un petit peu entre hommes et femmes. Je crois que la balance elle est du côté de la gente féminine. Alors, peut-être je vais revenir sur le deuxième axe. Peut-être on a omis. Il y a eu aussi de mentionner de rappeler que la tutelle, donc l'usage de l'IA ou la bouche facultatif ou les obligations. On a été instruit dernièrement par la tutelle, par des écrits officiels. À partir de l'année prochaine, l'intégration chez l'IA, l'entrepreneuriat, la langue anglaise et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a une panoplie de directives et on a formé des équipes de réflexion au niveau de notre département et c'est valable pour l'ensemble des départements d'architecture à l'échelle nationale, des commissions de réflexion sur l'intégration de ces nouveaux interfaces sur les programmes d'enseignement, à savoir l'architecture. Donc il y a les chefs de filière, il y a les responsables de matière, de spécialités, ainsi de suite. Donc un grand débat, les enseignants ont été saisis d'une manière officielle pour qu'ils puissent chacun à son niveau apporter une réflexion par rapport à la démarche qu'il faut entreprendre à partir de l'année prochaine. Et je suis également en contact avec l'ensemble des chefs de département à l'échelle nationale pour voir à peu près comment eux, à leur niveau, voient la meilleure façon et la meilleure manière d'intégrer et l'IA et la programmation et l'anglais, le tout, le cocktail académique, les nouveaux programmes d'enseignement. Et il va y avoir la rencontre du CPNT, la conférence régionale. Apparemment, ça va se tenir au niveau de ces titres pour faire la synthèse de l'ensemble des propositions, entre autres la part de l'IA dans les programmes d'enseignement. Voilà. Il y a lieu de rappeler que la tutelle aussi fait de ça un cheval de bataille. Donc, c'est une évidence. Les hommes, à partir de là, c'est voilà, c'est ça. Un petit peu de rappel. Voilà. Moi, je l'ai intégré dans mon enseignement en 3e année. Oui. Ben, c'est facile. Là, dans ce qu'on fait de la photomodélisation, il y a un exercice à la fin et on intègre l'IA. On a proposé la 3e année et non, c'est un aussi également.
C'est-à-dire l'étudiant, il faut qu'il y ait au moins un certain bagage. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous avez évoqué l'intégration de tout ce qui est CAO, BAO, la première année, deuxième année. Là, on essaye d'approcher la chose de la même manière, de la même façon. Quitte à aller à interdire strictement l'usage du PC, la première et la deuxième année, la formation architecte. Deuxième année. Madame, j'étais en stage. Vous faites Aron, le département d'architecture, la Sapienza, Aron. C'est strictement interdit l'usage du PC dès la troisième année. La première année. Oui. Première année, deuxième année, ils dessinent au crayon rapido, le track, les maquettes. Dès la troisième année, on introduit les notions de CAO, et je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à ça. وعندي سؤال بصح ماهوش يعني خارج شويه دونك في المنصه تاع لاس جي بي هذوك المقالات العلميه باش يحكموا يديروا في البروغرام جو بونس تاع السرقه العلميه مونتي بلاجيا اسكو هذاك مونتي بلاجيا بس انا نتفرج فيديوهات حنا عامه الناس نتفرجوا فيديوهات يقول لك باللي تهز شات جي بي تي تعاود تحطو في بروغرام واحد اخر شات جي بي تي ما يقدرش يولي يديكوفري باللي اسكو هذه ديجا اكزيست ولا ديجا هذا البلاجيا مطبقه ولا مش مطبقه؟ même في les tests de doctorat. ما تعرفوش لا سوتمونس ما يجيبهاش Non, mais qui m'a détecté. Détectia, il n'utilise pas, il ne détecte pas l'intelligence artificielle. Si, elle on a discuté mais on a discuté parce que non, le dernier, il détecte l'IA. Il détecte genre un chat, un bot, mais il ne détecte pas l'usage direct par exemple connecté. Ils n'ont pas le même niveau. Si maintenant il détecte l'IA. C'est comme un assistant. Le problème, c'est la propriété des idées. D'accord? C'est pas le langage. Le langage, parce que il y a le discours c'est pas la même chose. Il faut un peu distinguer scientifiquement. C'est les idées. D'ailleurs, au début, ils disaient, d'ailleurs, il y a des revues aujourd'hui, ils disent, est-ce que vous avez utilisé le... Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit d'utiliser. Il y a des universités qui interdisent la reformulation. Oui. Il y a des tolérances. Par exemple, au niveau de l'université de Sétif, ils tolèrent jusqu'à 25% de similarité. Soit un bon génie, on n'est pas génie à avoir le... Le plagiat, c'est s'approprier les idées de quelqu'un d'autre. Ça, c'est par exemple, il y a eu un moment donné où des fois il y avait des personnes qui travaillaient, qui faisaient des tests sur la réglementation. Quand ils faisaient des extraits d'articles, ils disaient que c'est du plagiat. Non, il fallait, parce que par exemple le doctorant il a oublié les guillemets. Quand c'est un extrait, on a le droit d'utiliser jusqu'à un certain point. Et aussi que la référence, c'est autre, on ne peut pas réécrire la loi. On ne peut pas. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas. Maintenant, l'utilisation de l'IA pour la production scientifique. Pourquoi? Parce que quand ChatGPT vous donne une idée, ça veut dire que c'est-à-dire quand c'est une ou deux idées, voilà, c'est pas le... l'idée, je sais pas, par contre, le syndrome de la feuille blanche, moi je pense qu'elle va disparaître. Parce qu'à un moment, souvent, quand on est face à un projet, on ne sait pas par où commencer. Ça commence à disparaître. Des fois, on pose des questions aux outils d'IA et ils nous proposent, ça commence. Ça ne veut pas dire que ça remplace, mais ça laisse pas vide. Ça laisse pas vide. Moi, personnellement, ça laisse pas vide. Mais maintenant, la propriété de l'IA, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas le droit de l'utiliser dans le domaine scientifique? Je pense pas que ça. Parce que c'est vraiment un assistant d'écriture. C'est pas un assistant pour le moment, c'est pas un assistant de réflexion. Réflexion, on peut lui dire oui ou non. Mais en même temps, le problème qui se pose, il y a eu une étude qui discutait le fait qu'on a commencé à l'usage des modèles préentraînés a commencé à modifier le langage.
Il y a des expressions que ça a introduites pour le langage commun. C'est pour ça que certains sont contre un certain usage de la reformulation, à un certain degré. D'où des logiciels qui maintenant détectent même la reformulation. Donc, ça ne parle pas d'idée, mais ça parle de la structure même du langage. Qui m'a connecté, il peut détecter ça. Détecter le modèle algérien, jusqu'à janvier, ça ne détectait pas. Je ne sais pas s'il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour, il détecte l'IA. Et encore, je ne pense pas que ça c'est aussi poussé que ça, puisqu'ils ont une base de données très limitée. Ah oui, Madame Paul est désolée. Vous pouvez intervenir sur le... Non, pas de souci, bien sûr, merci, je vous remercie. Donc, je voulais revenir à la question précédente sur l'IA éthique. Actuellement, on parle d'IA responsable pour inclure plusieurs dimensions. On parle plus précisément aussi de machine learning responsable, parce qu'actuellement, l'IA qui pose problème, c'est celle qui est à base qui pose problème, qui peut comporter certains risques, c'est l'IA à base des réseaux de neurones, profonds, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, responsable, ça veut dire quoi? Ça inclut, on va dire, les 4 dimensions. Il y a le fait que ça soit équitable envers les personnes, envers les communautés. Il faut que ça soit robuste, dans le sens où le système doit rester performant malgré les attaques. Donc, l'aspect sécurité, on a parlé tout à l'heure, il est inclus dedans. Il faut qu'elle soit transparente, donc il faut qu'on sache le process qui a amené cette IA à générer un certain résultat, une certaine sortie. Et il faut qu'il y ait une responsabilité attribuée, c'est-à-dire qu'on sache si une telle action a été prise, par quel système elle a été prise ou par quelle personne aussi. Ça peut être des personnes. Si une personne se sent responsable, elle va faire plus attention à l'action qu'elle va prendre. Et donc, il y a des travaux sur ça, c'est encore des études. Comme c'est tout récent, ça reste au niveau études. Mais il y a au niveau de certains États, l'Union européenne par exemple, certains organismes, l'Union européenne, ils ont le GDPR sur la protection des données privées. Il y a au niveau chinois, Generative AI Regulation. Aux États-Unis, vous trouvez le Algorithmic Accountability Act. Est-ce que c'est suivi ou pas? Bon, tout dépend. De trouver des relations de ces régulations-là. Mais ce serait bien d'avoir bien sûr la même chose aussi au niveau national. Je pense que ça se fait, c'est en train de se faire. Mais je voulais attirer l'attention sur le fait que c'est un équilibre à avoir entre laisser un certain degré d'innovation, de liberté des chercheurs, surtout sur les chercheurs, et cette régulation-là. Par exemple, au niveau européen, ils le disent eux-mêmes, on a parfois trop régulé, notamment avec le GDPR, où il y avait des projets médicaux qui n'ont pas pu aboutir parce qu'il y avait trop de contraintes, trop de régulation. On entend aussi parler, j'écoute parfois leurs émissions, l'émission française par exemple, que les Chinois et les Américains avancent et innovent, et nous, les Européens, on régule. Donc il y a un équilibre à trouver, juste milieu. C'est pas évident, bien sûr, c'est tout un débat, une question. Mais voilà, on pourrait profiter de ces expériences-là pour adapter pour avoir notre propre règlement, notre propre charte, que ce soit au niveau global et surtout au niveau patrimoine, parce qu'on sait que les données sont sensibles, ça appartient à tout le monde, il faut y faire attention. Voilà. Ça synthétise parfaitement le dernier axe. Donc, on peut clôturer. Madame Hadji, est-ce que vous voudriez dire à M. Ahmed un dernier petit mot? M. Ahmed va clôturer la Non, je vais clôturer. Oui, oui. Alors, je tiens tout d'abord à réitérer mes remerciements à l'ensemble de l'équipe d'organisation de cette magnifique table ronde, cet espace d'échange et de débat très fructueux. Donc, Madame Ouachcha, je rappelle aussi Khamla, Mariam Mal et l'ensemble de l'équipe. Également un vif remerciement à différents intervenants, professeur Khara, docteur Kacher et
l'ensemble des intervenants aussi en visioconférence. Je crois que le débat a été l'esprit des choses avec notre invité et l'ensemble des intervenants. Donc, toujours, on aura d'autres occasions, parce que le débat il est tellement très intéressant que ça nécessite beaucoup de temps. Hein. Et j'espère que nous allons essayer plus ou moins de toucher l'essentiel de cette thématique, de cette question aussi complexe qu'elle est. Mais je crois qu'il y avait beaucoup de points positifs et beaucoup d'idées à ressortir pour dire que le travail est toujours en perpétuel développement. On espère avoir des occasions similaires à celle-là pour éclaircir, pour avoir plus d'informations et de données. Merci encore aux chers invités du musée pour leur présence, pour leur participation, pour leur partenariat également avec notre département d'architecture et pour le travail. Voilà, je tiens aussi à remercier la directrice absente et pour des obligations professionnelles. Je tiens à la saluer, à la remercier d'avoir collaboré avec notre directrice de laboratoire à l'HE et de ne pas avoir ménagé aucun effort à nous porter aide, assistance. Et merci encore une autre fois, ou peut-être, Inch'Allah, pour le reste. Excellent. Monsieur Rahman, je précise que M. Rahman est directeur d'une équipe au niveau du laboratoire Habitat et Environnement. Il est directeur de l'équipe Habitat et Société. Donc, pour clôturer, je dis que la meilleure façon de comprendre, d'apprendre, c'est de mettre la main à la pâte. Je crois que je vais inviter l'ensemble des présents et ceux qui nous écoutent à travers le lien, je vais les inviter à penser peut-être à des projets de collaboration entre architectes, archéologues et informaticiens. La meilleure façon, actuellement j'ai une petite idée sur cette préparation des données, etc. Mais on ne saura jamais correctement que lorsqu'au moment où on a l'exigence qu'elle reprenez-moi ces données par rapport à telle chose, ou même de l'antenne qui je voudrais que c'est cela par rapport à telle chose ou par rapport à telle chose.